Radio Pays. Quels impacts du changement climatique ici en Guyane? C'est la question autour de laquelle s'est articulé ce rapport intitulé Guya Climat, dont on va parler ce matin et qui a été présenté il y a quelques semaines maintenant. C'était à la fin du mois d'octobre. Objectif de ce rapport, identifier, mesurer en quelque sorte l'impact du changement climatique sur plusieurs points, plusieurs paramètres, température, vent, précipitation, élévation du niveau marin également. Ce programme d'études a été lancé par deux institutions, Météo France et le BRGM, qui sont représentés ce matin à notre micro avec nos deux invités. François Longueville, d'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur géologue au BRGM et Patrick Rançon, bonjour également. Bonjour. Directeur adjoint de Météo France en Guyane. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Avant de rentrer dans les détails, j'aimerais déjà qu'on dise quelques mots sur ce rapport, sur Guya Climat. L'objectif, c'était quoi finalement? De proposer une vision globale, chacun dans son domaine d'expertise, on peut dire ça comme ça, François Longueville? C'est ça, donc comme vous l'avez très bien dit, l'objectif premier du rapport était de caractériser l'impact du changement climatique sur différents paramètres physiques, l'élévation du niveau marin, la température, les précipitations, les vagues et les vents, et aussi sur quelques impacts sectoriels et sur les submersions chroniques. Et ce qu'il faut vraiment voir sur ce rapport, c'est vraiment un premier socle de connaissances, c'est une première brique sur les connaissances sur l'impact du changement climatique à l'échelle de la Guyane. C'est ça aussi qui était très important au niveau de ce rapport. L'idée était de partir des modèles globaux du GIEC, et après en fait de descendre, de faire ce qu'on appelle une descente d'échelle à l'échelle de la Guyane. Donc c'est vraiment un premier socle de connaissances. Et quand vous dites justement que c'est une première brique, c'est-à-dire il y aura du coup d'autres briques à venir, d'autres études qui seront réalisées? Cette étude ne répond pas à toutes les attentes que l'on pourrait avoir sur le changement climatique, mais par contre c'est un premier socle de connaissances sur lesquelles d'autres études pourront s'appuyer pour pouvoir approfondir des questions beaucoup plus thématiques, puisque le changement climatique touche un panel de secteurs. Et donc l'idée c'est que ensuite les acteurs publics ou les bureaux d'études ou le monde académique pourra utiliser les résultats de cette étude pour pouvoir approfondir d'autres questions beaucoup plus thématiques. On reviendra justement sur l'utilisation future de ce rapport. C'est la deuxième fois qu'un rapport de la sorte sur la Guyane est réalisé, mais la méthode n'a rien à voir, c'est bien ça Patrick Rançon, avec ce qui avait déjà été fait auparavant? Oui, en effet, la première étude date de 2013 et elle n'était pas spatialisée à l'échelle de la Guyane et surtout elle était basée sur un seul modèle. Et donc là, on a complètement changé de niveau. On passe à du multimodèle avec vraiment des modèles sélectionnés parce qu'ils sont bons sur la Guyane. Et donc les résultats sont bien plus intéressants et surtout on leur accorde plus de confiance. Alors pour ceux qui ne sont pas du tout à l'aise avec ce sujet, c'est quoi la différence concrète entre l'utilisation d'un seul modèle et le passage cette fois-ci dans ce rapport avec plusieurs modèles? Ça change quoi? Plusieurs modèles apportent des scénarios divers. Et si jamais ces scénarios présentent des similitudes, à ce moment-là, on leur accorde une grande confiance. Et donc du coup, les conclusions finalement qu'on va écrire seront plus précises en quelque sorte? On a vraiment remarqué qu'il y avait un consensus entre les modèles, des nuances, mais un consensus général. Donc ça nous accorde beaucoup de confiance. Comment est-ce que vous avez travaillé exactement, François Longueville? Chacun de son côté, chacun dans son domaine, ou je suppose aussi qu'il y a eu des liens entre tout le monde? Alors, bien sûr, sur les deux acteurs techniques, c'était le BRGM et Météo France. On a bien sûr travaillé ensemble. Alors, on a chacun de nos spécialités. Le BRGM a beaucoup plus travaillé sur l'élévation du niveau marin, donc la projection de l'élévation du niveau marin à horizon 2050 et 2100, et un des impacts associés qui serait la submersion chronique, et également aussi sur les vagues. Et Météo France, on a travaillé sur tout ce qui est les forçages atmosphériques, donc tout ce qui est précipitation, vent et température, merci. Et là où on s'est retrouvé, là où ça a été vraiment très complémentaire, c'est aussi sur les vagues, parce qu'on a fait la projection des vagues et on a utilisé deux approches qui sont différentes, mais au final on est arrivé sur un résultat qui est similaire. Donc ça permet aussi, comme disait Patrick, de montrer la robustesse au niveau des résultats obtenus. C'est quoi une submersion chronique?
exactement? Une submersion chronique, c'est une bonne question. Il ne faut pas confondre avec la submersion marine. La submersion chronique, c'est une inondation d'une zone basse par temps calme. Ça veut dire que c'est vraiment l'effet de l'élévation du niveau marin plus de la marée, notamment à marée haute, qu'on a des zones basses qui sont donc sous ce niveau, élévation du niveau marin plus marée, et qui sont susceptibles d'être inondées. Donc qui n'a rien à voir par exemple avec des fortes pluies comme on a pu le voir et comme on peut le voir souvent en Guyane. Ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La submersion chronique, c'est vraiment par temps calme, par temps météorologiquement calme. Et c'est différent donc des inondations par précipitation, et c'est différent aussi des submersions marines. Les submersions marines, il y en a 3 types, mais c'est donc submersion par débordement, par franchissement ou par rupture d'ouvrage. Et ces submersions marines ont lieu souvent quand on a des fortes houles, quand on a des coups de mer qui viennent sur nos côtes. Donc c'est deux processus qui sont différents. Et sur ce point-là, qu'est-ce qu'on peut dire du coup en termes de projection d'ici 2050 ou 2100, comme vous avez pu le dire, pour la Guyane sur cette question du coup de submersion chronique? Alors, pour répondre à la submersion chronique, il faut déjà répondre au premier volet qui est l'élévation du niveau marin. Bien sûr. Et donc, sur les résultats des projections de l'élévation du niveau marin, par exemple à 2100, sur les scénarios le plus fort, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais on a travaillé sur 3 scénarios. Un scénario faible, intermédiaire et fort, qui correspondent aux scénarios qui sont aussi proposés par le GIEC. Et donc les résultats sur l'élévation du niveau marin, c'est qu'on a une augmentation du niveau marin à horizon 2100 de 84 cm à l'échelle régionale, avec un taux d'incertitude qui est compris entre un peu moins de 60 cm et de 1 mètre 17. Et donc là, voilà, donc ça c'est l'élévation du niveau marin. Et quant à ça, on rajoute la marée haute. On s'est rendu compte que les zones qui sont les plus susceptibles d'être exposées aux submersions chroniques, c'est pas les zones au niveau des plages rocheuses ou au niveau des plages sableuses, c'est vraiment les zones qui sont le long des canaux ou le long des zones basses, donc tout ce qui est marécage, type Pripri. Et c'est ces zones-là qui sont susceptibles d'être plus exposées aux submersions chroniques. Oui, dès qu'on parle de sujet, on pense presque instinctivement à ce qui se passe en ce moment à Walaya Limapo. Ça n'est pas du tout du coup ce que vous êtes en train de dire finalement. C'est ça, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. C'est pas pareil, c'est exactement. Ah voilà, on est sur une érosion Ah voilà, on est vraiment sur une érosion, donc c'est une dynamique qui est différente. Donc là, c'est la dynamique côtière qui est vraiment très caractéristique de la Guyane, qui est pas le lien le lien est trop rapide. Patrick Rançon, sur la question des températures, à quoi pourrait au conditionnel évidemment, ressembler la Guyane d'ici la fin du siècle? Il y a tellement d'éléments à prendre en compte, non seulement des paramètres climatiques mais aussi humains, que c'est difficile de prévoir un petit peu les choses, ou bien on a quand même des certitudes, on sait que certaines choses vont se produire et arriver. La hausse des températures, c'est un phénomène mondial qui a commencé après le début de l'ère industrielle, mais qui s'est vraiment mis en place significativement à partir des années 70. En Guyane, on l'a bien remarqué aussi, on a déjà gagné entre 1955 et 2010 1,36 degré, c'est quand même significatif. Et les projections de Guyane Climat accentuent cette tendance, enfin la confirment. Et donc à l'horizon 2100, selon les scénarios, les températures pourraient augmenter entre 1,5 degré et 3 degrés si on prend le scénario intermédiaire, et le scénario le plus pessimiste nous amènerait à des températures qui pourraient augmenter jusqu'à 4,5 degrés, entre 3 et 4,5 degrés. On est à peu près dans les mêmes moyennes que dans non seulement les autres régions, les autres pays voisins, et même à l'échelle mondiale, ou bien il y a vraiment un cas particulier à la Guyane? La hausse constatée actuellement, c'est-à-dire la hausse des températures qu'on a eue actuellement, on se situe un petit peu au-dessus de la moyenne internationale, puisque à l'échelle de la planète, on estime la hausse des températures à un peu plus de 1,1 degré. Nous, on est à 1,36, mais peut-être un peu plus maintenant. Donc on est un peu au-dessus, mais après, pour la suite, on reste vraiment dans des fourchettes similaires. C'est à peu près... la hausse, c'est à peu près quand même... L'élévation des températures, c'est quand même le phénomène le plus... à l'échelle de la planète, le plus réparti. Mais même s'il y a des zones qui chauffent encore plus. Entre plus 1,5 du coup et plus 4 degrés d'ici 2100, plus 1,5 et plus 4,5, oui. Je suppose que les conséquences ne seraient pas du tout les mêmes si on est à plus 1,5 ou plus 4 degrés. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce qui pourrait différer d'un scénario à l'autre, d'une projection à l'autre? C'est ce que disait François, là, on vous apporte ces premiers chiffres. Ouais. Après, il reste à les appliquer sur des thématiques particulières comme l'environnement, la santé, l'urbanisme,
On peut déjà se douter que ça implique des besoins en énergie, notamment en climatisation, qui vont augmenter. Ils avaient déjà doublé entre les années 80 et actuellement, mais ils vont certainement doubler encore, voire tripler à l'horizon 2100. Donc le réchauffement climatique a déjà commencé, on mesure déjà les effets du réchauffement climatique en Guyane. Oui. Là par exemple, ce qu'on voit, exemple très concret, il y a eu une publication d'ailleurs tout récemment de Météo France sur la fin de la saison sèche qui a été courte comme en 2020, comme en 2021. C'est un des effets ou pas forcément de ce à quoi on assiste à l'échelle mondiale? Non, là ce sont deux choses différentes. Voilà. Là, on subit un très très long épisode, la Niña, c'est phénomène climatique sur l'océan Pacifique mais qui a des répercussions mondiales particulièrement en Guyane. Et depuis 2020, on a une pluviométrie largement excessive, c'est ce qui fait notre actualité à Météo France depuis 2 ans. Et ça n'a rien à voir avec le changement climatique. Là, on est sur une échelle beaucoup plus courte, un cycle pluriannuel, alors que le changement climatique, ça nous amène à l'horizon 2100. Voilà, c'est important de distinguer les événements et évidemment de ne pas tout confondre. François Longueville, on a pris l'habitude maintenant de lire les scénarios et les projections climatiques du GIEC. On en a dit quelques mots tout à l'heure avec les nombreux rapports du GIEC. De quelle manière est-ce que vous vous êtes appuyé sur leur travail à eux pour avoir un zoom en quelque sorte sur la Guyane ? Alors, le GIEC, le but du travail du GIEC, le but du GIEC, c'est vraiment de faire aussi la synthèse de toutes les connaissances. C'est vraiment le capitaliser l'ensemble de la connaissance sur le changement climatique et de la diffuser. Et donc nous, sur quoi on s'est appuyé surtout, c'est sur ce qu'on appelle les modèles. Les modèles, donc c'est les CMIP5, CMIP6, donc c'est les modèles globaux. Mais ces modèles, en fait, ils sont faits par chacun des laboratoires de recherche à l'échelle mondiale. Et en gros, c'est sur ces modèles globaux où on a une projection de l'élévation du niveau marin. Et nous, ce qui a été important, ça a été de ce que je disais un peu au début, c'est de faire la descente d'échelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est que à partir de ces modèles globaux, on s'est focalisé à l'échelle de la Guyane et on a pris aussi en compte ce qu'on appelle les mouvements verticaux du sol pour l'élévation du niveau marin. Donc les mouvements verticaux du sol qui sont caractéristiques à la Guyane. Donc les mouvements verticaux du sol, qu'est-ce que c'est ? C'est vrai que je l'ai peut-être pas assez précisé, mais l'élévation du niveau marin, qu'est-ce qui influence l'élévation du niveau marin ? Quelles sont les causes de l'élévation du niveau marin ? C'est vrai que c'est important de le dire et de le préciser. J'ai pas assez précisé. Il y en a plusieurs. Il y en a une, c'est ce qu'on appelle l'expansion thermique. Ça veut dire que l'océan se réchauffe et en se réchauffant, l'eau prend un volume plus important. Donc on a une élévation. On a la fonte de tout ce qui est les glaciers, donc tout ce qui est l'eau continentale sous forme de glace qui fond, et donc l'eau arrive au niveau des océans et on a une remontée. Et on a aussi tout ce qui est la fonte au niveau des calottes antarctiques et les calottes glaciaires. Et en plus de ça, on a les mouvements verticaux du sol qui sont des facteurs locaux. Il y a 2 types de mouvements, soit ça s'affaisse, c'est ce qu'on appelle une subsidence, soit ça s'élève, c'est ce qu'on appelle une surréaction. Et c'est ça ce qu'on a essayé de regarder à l'échelle de la Guyane. Et quand on a fait cette descente d'échelle, on a pris en compte ces valeurs-là. Et pour ces valeurs-là, en fait, on a des GPS qui sont installés depuis une longue durée, et c'est grâce à eux qu'on a pu mesurer et intégrer ça dans nos calculs. Patrick Rançon, sur ce point-là, vous, pour le volet réchauffement climatique, vous avez travaillé du coup de la même manière ? Là, c'est un peu différent, mais enfin, c'est quand même le principe est le même. C'est descente d'échelle au niveau de la Guyane. Nous, on s'est appuyé sur les longues séries d'observations météorologiques faites en Guyane depuis les années 50. Là, on peut remercier vraiment les pionniers de la météo. C'est des observations humaines à l'époque, qui un peu partout sur la Guyane ont réalisé des séries de données. On remonte à 70 ans quand même, c'est assez long. Et donc, les résultats des modèles globaux ont été calibrés par les longues séries d'observations humaines et automatiques maintenant faites en Guyane. Pour aboutir finalement à ces résultats dont on parle ce matin. On le voit bien, et là je vais vous poser la question à tous les deux, en ce moment avec le sommet des Nations Unies, la COP27 en Égypte, qu'il y a de plus en plus de scientifiques qui prennent la parole pour non seulement alerter la population, mais aussi et surtout dénoncer l'inaction politique. Est-ce que l'objectif de Guyane Climat, c'est aussi ça, de sensibiliser à la fois la population, mais aussi les décideurs politiques sur ce à quoi pourrait ressembler la Guyane dans les années à venir, François Longueville ? Alors oui, l'idée est de
donner des éléments concrets qui puissent appuyer, qui soient un premier outil d'aide à la décision, notamment pour les politiques, puisque c'est quand même eux qui sont les premiers concernés, et également aussi pour le grand public, pour qu'ils puissent qu'ils soient sensibilisés à ces différentes actions. Donc oui, l'idée est que l'ensemble des politiques s'approprient les résultats pour ensuite faire des études complémentaires et prendre vraiment le problème à bras le corps. Nous, les scientifiques, on pose vraiment un cadre. C'est pas nous qui prenons les choix politiques. Hein, c'est pas notre rôle. Mais vraiment, voilà, c'est l'idée d'apporter le maximum d'outils concrets, scientifiques, qui sont validés, vérifiés, et sur lesquels les politiques peuvent construire et peuvent s'appuyer pour l'aménagement et pour le développement de demain, quoi. Patrick Ronson, sur cet aspect-là, sur le réchauffement climatique, changement climatique, d'un point de vue scientifique, c'est quand même très compliqué à comprendre. Je suppose que vous devez vous en rendre compte tous les jours quand vous parlez à n'importe qui dans la rue, j'ai envie de dire, ou même à des décideurs politiques, à des élus, à des représentants de l'État, ou même dans les médias, que si on n'est pas expert, on a du mal à comprendre véritablement ce qu'il se passe. Ça fait aussi partie de votre travail de faire de la pédagogie finalement sur tous ces aspects-là. C'est même la première mission actuellement, hein, c'est vraiment des études sont faites et après on les apporte et on explique en fonction du degré de connaissance des gens, mais l'idée c'est vraiment de sensibiliser tout le monde à ce qui s'est déjà passé et à ce qui nous attend, quoi. C'est vraiment la mission première, oui, c'est informer et vraiment alerter sur le changement climatique en marche et à venir. Parce que j'ai parcouru une présentation que vous aviez faite il y a quelques semaines à la Conopée des Sciences pour présenter ce rapport, pour présenter Guya Climat. Les trois quarts, c'est vrai que je vais pas dire que j'ai rien compris, mais quasiment. Il y a encore vraiment, on ne comprend pas assez bien la science de manière générale, François Longueville, et cet aspect-là sur le réchauffement climatique. Alors, c'est peut-être que vous avez pas eu vous avez eu que le support papier. Bien sûr. Vous n'avez pas eu l'audio. Mais oui, c'est quelque chose qui n'est pas simple. En plus, on parle de temps qui sont assez longs, donc c'est pas si simple que ça pour le grand public aussi de se projeter sur le long terme, mais c'est important quand même de communiquer. C'est important aussi de continuer ce qu'a dit Patrick. C'est grâce aussi à tout ce qui a été fait par le passé, notamment en termes de mesures in situ, donc ça veut dire de mesures avoir localement, des données en fait, avoir des données, pouvoir, exactement. Et c'est ça qui est important aussi, c'est de dire grâce à ceux qui étaient avant nous, qui ont mis en place ces différentes stations de mesure et cette acquisition de données, même si à l'époque on se disait mais à quoi ça sert exactement, là on voit très bien que c'est important et que ça nous permet de pouvoir faire les projections. Et il faut encore mettre de l'effort là-dessus parce qu'il y a plein de zones encore en Guyane où on n'a pas assez de données scientifiques et il faut continuer sur cette voie-là. Dernière question, s'il y a des auditeurs qui ont envie d'aller un petit peu plus loin et de lire, de voir en détail ce rapport, où est-ce qu'il est disponible, comment est-ce qu'ils peuvent faire ? Alors ce rapport il n'est pas encore tout à fait disponible pour le grand public. Il y a des allers-retours avec les partenaires du comité de pilotage, mais il sera bientôt disponible à la fin du mois, soit sur le site de l'Observatoire de la dynamique côtière de Guyane, soit sur le site du BRGM aussi, et peut-être sur le site de Météo France, on n'a pas trop encore vu ça, mais voilà. En tout cas, sur BRGM, il sera accessible, disponible gratuitement au grand public. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. François Longueville, je le rappelle, ingénieur géologue au BRGM, et Patrick Ronson, directeur adjoint de Météo France en Guyane, pour parler donc de ce rapport Guya Climat. Merci beaucoup, très bonne journée. Merci à vous.